Bienvenue à toutes et à tous. Et si, finalement, la simplicité était la chose la plus sophistiquée? Là, vous allez vous dire, ok, sportif en boîte, c'est pas de moi, c'est de Léonard de Vinci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va parler d'un sujet qui est très simple et finalement qui s'avère beaucoup plus complexe, mais les gens qui sont avec moi le rendent de plus en plus intéressant et de plus en plus accessible. La thématique, avant de vous présenter nos invités, notre partenaire de cette émission, les nouveaux piliers de la performance. Comment les facility services transforment les organisations? Ça, c'est la thématique que vous avez, vous, et qu'ils vont échanger, débattre. Alors, pour nous accompagner, notre partenaire Ezeis sera avec quelqu'un qui a officié dans l'univers du sport, qui officie encore dans l'univers du sport. Il n'a pas, comme d'habitude sur Sportif en boîte, on a eu l'occasion de recevoir des grands champions, des médaillés, des gens qui ont pu glaner, gagner des titres, des ballons d'or. On a eu ici mon homonyme et ami, que je salue, Jean-Pierre d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui a été au début journaliste, puis patron, directeur des sports de Canal+. Ensuite, directeur général du groupe L'Équipe. On en parlera juste parce qu'il a bougé les choses, tout comme notre partenaire d'ailleurs, Ezeis, bouge les choses. Il a été directeur général du groupe PMU. Il a été, jusqu'à il y a encore quelques semaines, directeur général de Alpes 2030. C'est les prochains Jeux Olympiques d'hiver. C'est monsieur Cyril Linette. Bienvenue, Cyril. Merci Jérôme pour cette présentation. Non, effectivement, pas de médaille. Non, de ce point de vue-là, j'ai pas grand-chose à opposer aux invités prestigieux qui se sont succédés sur ce plateau illustre. Alors des médailles ici, il en a glané, parce que moi j'étais de l'autre côté, lui il était à Canal et moi sur une autre chaîne, et souvent j'ai perdu. Voilà. Oui, mais... Lui qui a gagné les droits. Des droits, lui, il en a, notamment celui d'accompagner, de faire vivre, de faire surtout évoluer. En fait, la structure qu'il dirige, qui s'appelle Ezeis, qui est notre partenaire ce soir, c'est monsieur Benoît Crouzatier. Bienvenue, Benoît. Merci, Jérôme. Je parlais de droit, je parlais surtout, dans mon esprit, te connaissant maintenant un peu, de devoir. Quand je dis que les nouveaux piliers de la performance, comme les facility services, transforment les organisations, c'est quelque chose qui te parle sur cette thématique? Complètement. Ça me parle parce que les facility services, ce sont des métiers qui sont constitués des hommes et femmes qui œuvrent chaque jour pour la société. Et transformer le facility service, c'est transformer l'environnement dans lequel on évolue. Donc oui, on pourra le développer après, mais c'est quelque chose qui est assez parlant. Alors on va le développer, 3 sous-thématiques. La première, les facility services, les équipes de l'ombre qui rendent la performance possible. Vous qui nous regardez, qui nous suivez, vous êtes en train de penser forcément à toutes celles et tous ceux, et qui plus est, surtout en ce moment, où on a besoin que la climatisation, elle marche. Souvent, ça peut venir du côté des EIS qui ont ces gens qui sont là, ces techniciens, pour vous permettre d'avoir la bonne température à l'entreprise. Deuxième thématique, de l'expérience collaborateur à la performance collective, et puis anticiper les nouveaux modèles de l'organisation. Avant de démarrer, on va démarrer tout de suite sur la première partie. Benjamin, notre réalisateur, va nous afficher ça. J'ai envie de démarrer avec toi, Cyril, parce qu'il y a une anecdote qui m'a toujours marqué au sens positif du terme. Quand tu es arrivé, après avoir été directeur des sports du groupe Canal+, tu es arrivé directeur général de l'équipe, et tu m'as dit, tu sais, moi j'arrivais le matin au bureau assez tôt. 1, pour avoir du temps, mais 2, parce que je voulais savoir, je voulais connaître aussi les gens qui permettent que nos bureaux, nos salles de réunion soient à disposition. Effectivement, d'abord un DG, ça arrive le premier au bureau, enfin je pense, c'est quand même un peu la base, je pense que c'est important. Et puis en effet, et à une époque où le rapport au travail, d'abord on secoue quand même beaucoup les entreprises, et moi c'est ce que j'ai fait, on secoue quand même beaucoup les gens, parce que c'est des entreprises, tu as parlé de l'équipe, on pourrait parler du PMU, c'est des entreprises magnifiques qui ont besoin d'être transformées, donc on secoue les gens, et la moindre des choses quand on secoue les gens, c'est de s'assurer quand même qu'ils vont
au moins d'un point de vue de leur confort, être accueillis confortablement. Et pour être accueillis confortablement, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière. Donc en effet, venir tôt le matin, c'est créer des relations avec la dame qui fait le ménage, avec le monsieur qui va remplir la machine à café, avec le plombier parce qu'il y a un problème de toilette. Voilà, des salariés dans une entreprise, il faut qu'ils aient le chauffage, il faut qu'ils aient la clim, c'est absolument indispensable, il faut que les toilettes fonctionnent, il faut que ce soit propre. Moi, j'aime bien que les bureaux soient propres, et si j'aime bien moi, je pense que tout le monde y est sensible. Donc en effet, j'ai toujours attaché une part absolument prépondérante à ça. Ça vient de mes horaires matinaux, je me souviens de plein de scènes à l'équipe ou au PMU, voilà, ça vient de mes horaires matinaux, mais ça vient aussi effectivement de l'approche liée à la transformation des entreprises et de l'importance d'accueillir les gens convenablement et les gens qu'il y a derrière pour le réaliser. L'importance d'accueillir les gens, Benoît, comment une société comme Ezeis, aujourd'hui, tu pourrais définir la mission d'Ezeis? Justement, là, par exemple, il était directeur général de l'équipe, du PMU. Toi, en l'occurrence, vous seriez amené à vous parler, vous rencontrer. La mission des Ezeis, elle est assez simple, d'ailleurs, elle est définie dans notre raison d'être, c'est créer des environnements sains et sécurisés dans lesquels chacun peut développer sa propre performance. Voilà. Et l'idée d'une société de facility management, c'est exactement ce que disait Cyril, c'est de créer un environnement dans lequel, quand un utilisateur d'un bâtiment, un collaborateur de l'équipe, de PMU ou peu importe arrive, il n'a pas d'autre inquiétude, il n'a pas d'autre sujet que celui de penser à sa propre productivité. C'est-à-dire que il va aux toilettes, les toilettes sont propres, il arrive dans son bureau, la clim est allumée si on est en été, c'est un peu le cas en ce moment, ou le chauffage en hiver, les filtres ont été nettoyés, il n'y a pas de la poussière partout, il n'est pas en train d'éternuer. Voilà, comme mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Bref, tout est créé, l'environnement doit participer à la performance d'une entreprise. Et notre métier, c'est de créer des environnements performants. Une entreprise, c'est de la performance et de la sérénité. Et donc, je pense que la sérénité, elle passe par là, effectivement. Il faut gommer les irritants, en fait, pour un salarié. Alors, c'est important. Je suis d'accord. Je vous entends, messieurs, mais alors, pourquoi les métiers de facility management deviennent-ils si stratégiques ? Ce n'est pas forcément le cas avant. Est-ce que c'est le Covid qui a tout basculé, qui a rebattu les cartes ? Est-ce que c'est la méthode, la manière, la vision que toi, tu peux avoir pour Ezeis ? Que je réponds, moi je peux donner mon avis, mais... Je pense peut-être... C'est pareil, je peux donner mon avis, je veux l'avis des deux. J'aurais évidemment pas la prétention de connaître les métiers aussi bien que Benoît, qui les dirige et qui les façonne, mais je dirais effectivement que le Covid a un peu renforcé tout ça, bien sûr, parce que les gens ont perdu l'habitude d'aller au bureau. Donc maintenant, on voit bien que toutes les entreprises sont en train de se bagarrer pour les faire revenir. Donc globalement, il faut les motiver. La motivation, c'est le projet d'entreprise et les commodités. Et je suis d'ailleurs à peu près persuadé que les prestataires dont on a besoin dans les entreprises ont besoin de comprendre le projet de l'entreprise, le projet de transformation de l'entreprise, en tout cas de l'avoir en tête pour bien les épauler. Et puis, il y a un rapport au travail globalement qui change. Chez les jeunes générations, on est moins corporate, on est moins affinitaire de son entreprise à la base. Donc tous les éléments qui permettent, au-delà du projet d'entreprise, de motiver les gens à venir un peu plus partager avec les autres, parce qu'une entreprise c'est un collectif, sont des éléments absolument déterminants. Donc à mon avis, en effet, ça ne fait que renforcer l'importance de ces métiers du back-office, entre guillemets. Mais c'est exactement ça, et on a un véritable, en tout cas je partage, on a un véritable impact au niveau de la motivation des collaborateurs, vraiment. Et ce qui va faire la différence entre deux collaborateurs sur un même poste avec les mêmes compétences, c'est celui qui va délivrer le kilomètre supplémentaire en fin de journée pour aller chercher la performance complémentaire. Et ça ne peut passer que par la motivation. Quand on croit en son travail, quand on croit en son entreprise, quand on croit en son manager, on a envie de se dépasser, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'être valorisé, on a envie de bénéficier de reconnaissance, on a envie de bénéficier de tout ça. Et là-dessus, nous, entreprise de Facility Service, on a un véritable impact sur la motivation directe des collaborateurs. Alors, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, tous ces métiers du facility service, depuis l'accueil en entreprise, en passant par le nettoyage jusqu'à maintenant une technique, la restauration, sont un peu sous le feu des projecteurs? C'est beaucoup de choses. Effectivement, le Covid a accéléré, ça c'est absolument indéniable. Et puis, il y a les mentalités qui ont tout simplement évolué. On voit la modification des modes de management. Dans les années 60, une personne rentrait dans une entreprise, il passait sa vie, en ressortait à sa retraite. Et finalement, il ne se posait pas beaucoup de questions. Il y avait quand même un système de gestion et de management qui serait absolument inacceptable aujourd'hui.
On se remet dans un contexte d'entreprise, une bonne ligne de production de chez Renault à Flins dans les années 60. Il n'y a aucun de nous trois, ni personne dans la salle, qui reste plus de 2 jours dans la boîte. On est passé de la contrainte à l'adhésion pour créer de l'adhésion, voilà. donc ça en fait partie. Exactement. Aujourd'hui, on essaie de créer de l'adhésion, on essaie de donner du sens à l'action et on essaie de développer au travers de tout ça la motivation. Parce qu'on a tous compris que on peut délivrer toutes les formations qu'on veut à un collaborateur. On peut lui donner les meilleurs outils, des iPhones, des Macs, une super voiture de fonction, tout ce que tu veux, un gros salaire. Si la motivation n'est pas là, tout le reste tombe à l'eau. Tout le reste tombe à l'eau. Et la motivation, c'est ton environnement, ton management et la croyance que tu portes à ta boîte. Par rapport à ce qu'il dit, ce qui m'amène à la deuxième thématique de l'expérience collaborateur, la performance collective. C'est-à-dire qu'en fait, là, Benoît a explicité le fait de le gros salaire, la voiture, enfin bref, en gros, il grossissait le trait. Mais s'il n'y a pas, en fait, l'adhésion, tu disais là, juste à l'instant, contrainte, on est passé de contrainte à adhésion. Aujourd'hui, il faut faire adhérer les collaborateurs. Est-ce qu'ils attendent finalement pas davantage qu'un simple bureau ? Toi, quand tu étais à l'équipe, quand tu étais au PMU, quand tu étais, il y a encore quelques semaines, je le rappelle, DG d'Alpes 2030, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'ils attendent ? Ils attendent un lieu de vie. Alors moi, donc, quand j'entends parler de lieu de vie, je me méfie du côté, je mets des tables de ping-pong. Et quand on a déménagé l'équipe, je me suis occupé aussi assez souvent de déménagement. Bon, l'équipe, il y avait une table de ping-pong dans le hall. Et quand on a déménagé l'équipe, il n'y avait plus de table de ping-pong. Je n'ai pas entendu un salarié, et à peine un syndicaliste, et pourtant ils sont quand même relativement véhéments, nous parler de la table de ping-pong. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était effectivement où est-ce que je pourrais me garer, ce sera quoi le restaurant d'entreprise, comment est-ce que les bureaux vont être organisés. Et d'ailleurs, parfois, on va un peu trop loin. On peut constater qu'il y a eu une espèce de mouvement de considérer un peu que toutes les boîtes étaient comme des boîtes d'audit et que plus personne n'avait de bureau, que chacun avait son casier, chacun... Dans certains environnements, Jérôme, tu as été journaliste, ou tu es journaliste, c'est un peu plus compliqué à faire admettre parce qu'il y a un petit côté... mon bureau, mes notes, voilà, il y a un petit côté bibliothécaire parfois chez les journalistes. Donc on voit bien que dans les transformations, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Donc en effet, on va passer à la modernité, on va permettre dans les entreprises de médias, c'est quand même pas neutre, de faire en sorte que les gens du commerce ou du marketing rencontrent les gens de la rédaction ou de la production, parce que c'est quand même pas mal de se poser un peu la question quotidiennement, de savoir malgré tout si tel ou tel article va être plus facile à vendre qu'un autre. Donc il y a un dialogue qui se crée entre le contenu et le business, c'est quand même pas idiot. Et ce type de mouvement de déménagement contribue à ça. Donc un lieu de vie agréable, fonctionnel, dans lequel je puis rencontrer, dans lequel j'ai mon propre espace, dans lequel je puisse quand même rencontrer des interlocuteurs qui ne soient pas forcément ceux que je vois naturellement pour mieux comprendre quel est le projet d'entreprise. Et c'est comme ça que ça peut rouler. Par rapport à ça, c'est quoi aujourd'hui les nouveaux services qui peuvent devenir essentiels dans les entreprises que vous, enfin, pas toi directement, mais avec EZI, c'est tous tes collaborateurs, ce que vous ressentez dans les demandes qui vous En fait, on est de plus en plus sur des cahiers des charges standards avec des demandes personnalisées. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive, quoi. Donc, belle phrase, belle. On va la mais reprendre. vraiment, Non, mais en plus, je suis sérieux parce que cahier des charges standard sur des demandes personnalisées. Non, mais il y a une pertinence dans le propos. sur lequel on va pousser des services qui sont complètement personnalisés pour chacun des collaborateurs en fonction de sa mission, de son poste, de sa fonction, de son niveau hiérarchique, etc. Et on attend, enfin, j'ai le sentiment, j'ai pas d'études sous les yeux, j'en sais rien, mais mon sentiment, en tout cas moi personnel, c'est que on n'attend plus que l'aspirateur soit forcément passé tous les jours dans son bureau, etc., etc., etc. En revanche, la petite attention complémentaire qui fait que quand on a un agent technique qui passe et qu'il voit que la poignée tremble ou qu'il y a un néon qui ne marche pas, bah, même si ce n'était pas le moment, ouvrir la porte, dire « Excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, est-ce que je peux me permettre de faire ci, de faire ça ?» C'est quelque chose qui est véritablement apprécié. Et ça, on va le retrouver de plus en plus maintenant dans les demandes de nos clients. C'est-à-dire, on a des cahiers des charges ultra standards et allégés pour renforcer le côté personnalisé de « je suis capable sur le temps de pouvoir intervenir et offrir un service complémentaire ». Et j'ajouterais que les entreprises reçoivent des clients. Il n'y a pas que l'interne, on reçoit des clients. Et que la première impression qu'on peut avoir d'une entreprise, c'est ses locaux.
c'est la manière dont on va être reçu, c'est les toilettes dans lesquelles on va aller si on attend un rendez-vous, qu'on n'est pas reçu tout de suite et qu'on patiente sur un canapé. Et tout ça, ça donne quand même une entreprise. C'est ce que disait mon PDG à l'époque à Canal+. Et voilà, la première impression, c'est la personne qui répond au téléphone, qui peut être un prestataire, parce que c'est pas toujours effectivement de l'interne. C'est très important que tout le monde soit briefé, parce que l'expression que vous allez renvoyer vers l'extérieur, elle est absolument fondamentale. Donc tous ces détails-là vont compter pour que l'entreprise suscite de l'adhésion en interne, mais plaise aussi à ses clients et ses interlocuteurs extérieurs. Quand Cyril parle justement, là, cet exemple-là de la personne qui va répondre au téléphone, donc ça peut être demain ce que Ezeis va conclure comme accord, comment on fait pour que, à ce moment-là, Ezeis offre la meilleure expérience client, meilleure expérience travail? C'est-à-dire que... En fait, une fois que tu as garanti la motivation de tes collaborateurs, après, il faut quand même un peu les former. Tant qu'il n'y a pas la motivation, j'ai toujours ça à de les former, mais quand ils sont motivés, il faut quand même leur donner les bons outils. Et le meilleur outil, c'est de leur faire vivre eux-mêmes la situation inverse. C'est-à-dire, avant de démarrer toute formation, il faut qu'ils en comprennent le sens. Et pour en comprendre le sens, typiquement au téléphone, on a, un atelier qui est assez sympa d'ailleurs à vivre, où nos collaborateurs appellent une plateforme au travers d'un jeu et ont bien sûr une réponse absolument désastreuse avec quelqu'un qui est tout juste aimable, qui ne répond pas à la question, qui met en attente, qui renvoie sur une autre personne, à qui on n'a pas donné d'informations, enfin bref, un désastre complet, tout ça pour se faire dépanner de son ordinateur. Et une fois que tu as vécu ça, une fois que tu as vécu cette énorme galère il y a pas mal de blagues sur l'administration publique avec ça, mais c'est quand même un peu ça. Tu comprends pourquoi tu es formé et tu comprends pourquoi ça participe à la performance de ton client. Voilà, pourquoi un accueil, on dit toujours, il faut sourire au téléphone. C'est la première des choses, souriez au téléphone. En fait, le sourire au téléphone, absolument. Le sourire s'entend, c'est comme en radio. Ça se ressent. Voilà. Donc effectivement. C'est du sans couture. Pour un client, il s'en fout de savoir si la personne qui lui répond au téléphone, elle est de la boîte ou elle est prestataire de la boîte. C'est pas son problème. Lui, il appelle une entreprise. Il faut que tout ça forme un corps. Il faut que les prestataires soient suffisamment embarqués, tout ça a été bien travaillé ensemble, pour que tout ça ne forme qu'une seule entité. Parce que vu de l'extérieur, il n'y a pas de différence particulière. Il ne va pas se dire, oui, là, je suis reçu par quelqu'un d'un peu imprécis, c'est normal, il n'est pas vraiment partie de l'entreprise que j'appelle, c'est quelqu'un un peu d'extérieur. Et si on commence à rentrer là-dedans, c'est pas très bon pour l'entreprise. D'où l'importance d'avoir une relation bien tenue entre les uns et les autres. On comprend dans vos propos, messieurs, que finalement, on est en train, et on a basculé sur les environnements de travail, que ce soit les salariés qui peuvent avoir des demandes, mais qu'il faut aussi accompagner, réfléchir avec eux, les changements. On comprend aussi qu'il faut anticiper les nouveaux modèles d'organisation. Alors, par exemple, chez Ezeis, comment toi tu accompagnes cela? Alors, tu as créé, tu as monté une académie au sein de tes structures. Exactement. On a monté une académie. Initialement, l'académie était de se dire, on accompagne l'ensemble des collaborateurs, de par leur éducation scolaire, je parle, sur les savoir-faire techniques, parce qu'ils passent des BTS, des bacs pro et autres, mais on ne les a jamais accompagnés sur leur savoir-être. Et le savoir-être a un impact client qui est presque supérieur au savoir-faire technique. Un client peut comprendre que, on n'a pas réussi à réparer une armoire électrique parce qu'il manque un composant. Mais il faut gérer le truc, il faut gérer la communication, il faut gérer le truc, etc. Et même si on répare bien l'armoire électrique, mais que notre collaboratrice ou collaborateur se comporte comme un goujat, comme un porc, dit péniblement bonjour, part sans rien dire, etc. En fait, on a peu de clients qui sont satisfaits et fidèles dans ces situations-là. Ce que tu veux dire sur cet exemple-là, juste Benoît, je te coupe et après je te redonne la parole. Ce que tu veux dire, c'est que l'armoire électrique, elle a été réparée, sauf que ça n'a pas été accompagné du sourire, du bonjour, ce que tu disais tout à l'heure, le sourire du téléphone. Là, en fait, ça met à plat la réparation. Exactement. En fait, on a développé au travers de la BCR Academy. Quand moi j'ai commencé, mon premier job, c'était chez Auchan. Je me rappellerai toujours, premier jour, première heure, première minute chez Auchan, on me dit, est-ce que tu connais le SBAM+. Ah. C'est quoi le SBAM+. Alors attends, est-ce que vous, qui nous regardez, vous connaissez le SBAM+. Vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, trop tard, terminé. Vous avez peut-être la réponse. Et donc le SBAM+, en fait, mais c'est vraiment la première minute à l'époque chez Auchan, on me disait, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci.
Ouais. avec la petite phrase d'accompagnement, monsieur, madame, mademoiselle, jeune fille, monsieur, jeune homme, peu importe. Voilà. Et je trouvais ça génial. Ensuite, j'ai vécu, au travers d'une personne, une autre expérience chez Uniqlo, où ils apprennent par cœur 20 mots en japonais sur le bonjour, le merci, le au revoir. Et je trouvais ça génial. Et c'est vrai que quand on va chez Uniqlo, quelle que soit la raison, il y a plutôt un accueil qui est agréable. Non, mais toujours, Non, il y a c'est vrai, quelqu'un c'est vrai. pour donner un sac, un cabas, quelque chose. Toujours une personne qui, sans nous agresser, va nous demander si elle peut nous apporter un peu d'aide. Les gens sont très souriants et pourtant, ils sont de différentes nationalités. Et donc, je me disais, c'est sympa, c'est ça qu'on doit arriver à faire. Il faut arrêter de penser que les clients sont captifs et que finalement, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir délivrer un cahier des charges. Parce que le cahier des charges ne suffit pas. Oui, il faut délivrer le cahier des charges, mais ça, c'est le must-have. En fait, tu dois le faire. Tu es payé pour ça. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Mais le service, c'est pas ça. Le service, c'est délivrer un cahier des charges avec la bonne méthode. Comme on le ferait dans un palace. Dans un palace, on arrive, le serveur nous accompagne à la table, il tire la chaise, il la repousse. Est-ce qu'un verre d'eau vous ferait plaisir ? Enfin, un verre d'eau vous ferait plaisir. Voilà, il y a quelque chose de plus qui fait que... Et c'est ça qu'on doit réussir à recréer. Et qui plus est, une société qui s'est peut-être un peu perdue sur ces valeurs-là. Enfin, moi, je vois qu'il y a vraiment presque... Il y a des extrêmes. Distorsion. Il y a une vraie distorsion entre des jeunes qui ont bénéficié... par leur environnement social et culturel, d'une éducation qui fait que c'est presque naturel, voire parfois trop. D'autres qui n'ont pas eu, en tout cas on ne leur a pas inculqué ces principes, alors c'est pas le métier de l'école, c'est plutôt le métier de la famille ça, mais dans leur famille. Et donc on a ce rôle aussi en tant qu'entreprise, entrepreneur, de faire évoluer nos collaborateurs dans ce sens-là. Et là-dessus, alors je vais au-delà de ta question après. Non, mais... N'est-ce pas, je finis pas à 22h. Mais il y a un sujet en ce moment qui est en train vraiment de me tenir à cœur, c'est le rôle de l'entrepreneur au sein de la communauté et au sein de la société. Parce que je crois vraiment que le rôle de l'entrepreneur ne doit pas se limiter au développement de son entreprise, mais qu'un entrepreneur doit participer au développement... oui, c'est ça, à l'animation et à l'élévation, pardon. Oui. Et à l'élévation de son environnement et de la communauté au sens large. Parce que on peut avoir la meilleure entreprise, mais la plus belle entreprise en termes de clientèle, en termes de collaborateurs, en termes de chiffre d'affaires, en termes de profitabilité, tout ce qu'on veut. Si demain, en France, il y a une révolution, alors je prends le pire des cas, une guerre, une révolution, l'entreprise ne vaut plus rien. L'entreprise, elle n'existe, elle n'est bonne que pour son marché. Et pour que le marché se développe, il faut que la société se développe. Donc si l'entrepreneur ne prend pas soin de son marché, il n'y a pas d'avenir pour sa boîte. Voilà. Par rapport à ça, Cyril, toi tu l'as connu, les organisations doivent-elles apprendre à se transformer ? C'est ce que disait dans son propos Benoît Crouzatier, je rappelle, directeur général et PDG notamment de Ezeis, se transformer en permanence. Toi, tu l'as vécu, ça aussi La transformation, oui. De toute façon, c'est un sujet qui n'est jamais terminé. Bon, moi, j'ai dirigé des entreprises qui ont un fort ADN, et toute entreprise avec un fort ADN a souvent une faible agilité. Et toute la difficulté, c'est de maintenir l'ADN, qui est fondamental. Tu en as parlé pour Uniqlo, ils ont un ADN, Auchan, ils ont un ADN. C'est de maintenir cet ADN qui fait qu'on comprend pourquoi on va chez eux, avec une agilité qui peut être liée effectivement à l'organisation, au digital, à l'internationalisation, à tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Il faut réussir à manier les deux. Culture d'entreprise, c'est extrêmement précieux et c'est comment il s'appelle, Peter Drucker, qui était un âge du management au siècle dernier, qui disait en anglais « Culture eats strategy for breakfast ». Ça veut dire que vraiment, voilà, la culture dans l'entreprise, c'est ce qui reste en dernier. Et souvent, d'ailleurs, je l'ai fait, y compris d'ailleurs de mon côté, ça m'est arrivé, souvent les managers qui arrivent à la tête d'une entreprise mésestiment un peu ce sujet-là. Ils arrivent parce qu'ils ont un mandat venu de leurs actionnaires pour dire il faut transformer, il faut bouger les choses, il faut améliorer le résultat, il faut remettre sur l'axe stratégique. Tout ça est vrai. Ça doit se faire, mais ça doit se faire en intégrant cet élément de culture, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il y a des salariés qui, eux, sont là depuis, peut-être pas pendant 40 ans, mais qui sont là depuis longtemps, et qui vous regardent un peu goguenard en disant « Bon, bah, lui, il est en train de me changer tout ça, mais enfin, dans 4 ans, il est parti faire autre chose. Moi, c'est ma boîte, et puis je la connais très bien. » Donc, c'est très important de manier la transformation avec détermination, avec énergie, mais aussi avec respect et avec bon sens. C'est pas si simple, et on n'y arrive pas forcément très bien du premier coup.
Ce sentiment partagé. Sentiment complètement partagé. Ouais. Alors, juste avant, puisqu'on arrive à la fin, messieurs, toi notamment, on te doit que à toi, mais quand tu étais directeur général du groupe L'Équipe, l'équipe avait un format, si vous vous souvenez, assez long, assez large, assez grand, et une de tes intuitions avait été de dire il va falloir qu'on réduise ce format-là. Bon, aujourd'hui on y est arrivé, sauf que est-ce que ça s'est fait aussi facilement, ou ça reprend les propos de Benoît tout à l'heure, où il disait il faut accompagner, il faut former. Oui, ça bousculait fortement les habitudes, mais d'abord la rédaction était d'accord pour le faire. Donc on n'aurait pas pu le faire si tous les journalistes avaient été contre. On ne peut pas avoir raison contre son entreprise. À un moment donné, le bon sens dans une entreprise, quand même ski. C'est ça qu'il faut, quand on arrive nouveau manager, il faut aller comprendre un peu le bon sens général. Souvent, ça indique quand même une forme de direction. Si tout le monde avait été contre, on ne l'aurait pas fait. Mais les journalistes étaient d'accord. L'actionnaire était plutôt partant. Et il y avait les commerciaux qui disaient « Ah, on va vendre la pub un peu moins cher parce que le journal sera plus petit ». Donc il fallait convaincre cette partie commerciale. Mais on n'avait pas tout le monde contre nous. Donc on l'a fait un peu comme ça. Et bon, les résultats derrière nous ont plutôt donné raison, même largement donné raison. Donc voilà, mais ça peut pas s'imposer contre la vie générale. En revanche, il faut à un moment donné un peu de courage pour appuyer sur le bouton et puis dire bon voilà, il faut y aller. Ça avait un intérêt parce que ça permettait une lecture sur le digital simplifiée par rapport à aujourd'hui un format énorme, serait quasiment impossible à lire. Voilà, donc voilà. Mais on a respecté l'ADN parce qu'on a continué à raconter le sport dans l'équipe, parce qu'on changeait de format que l'équipe se transformait en ce qu'elle n'est pas. Il restait effectivement, et quand on a fait de la télé, du digital, on a continué à travailler la matière sport. Simplement, on l'a fait sur des supports un peu différents et des supports qui sont financièrement ceux dont on a besoin. Est-ce que, juste avant de conclure, mais Benoît, par rapport à ce que dit Cyril, son expérience, alors on a parlé du groupe L'Équipe, mais au PMU aussi, il y a eu des modifications, des changements. Est-ce que Ezeis aussi est un accompagnateur / facilitateur de ces évolutions, de ces transformations, eu égard à ce que tu disais sur le fait que tu formes toi-même tes équipes pour mieux comprendre. Nous, encore une fois, on est là pour créer des environnements dans lesquels les collaborateurs de nos clients peuvent exprimer leur plein potentiel. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Et donc, la majorité de nos clients, quand même, nous tiennent informés en amont des projets de transformation qu'ils ont. Et bien évidemment, on les accompagne sur les métiers qu'on maîtrise. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur le space management, sur l'aménagement des locaux, sur l'architecture, sur bien sûr le multitechnique, c'est notre ADN, sur tous les métiers qui vont permettre que cette transformation se passe de façon le plus smooth possible. C'est une transformation... Vas-y. Non, je voulais juste rajouter un petit point, si j'ai encore 2 secondes. Je suis évidemment d'accord sur le fait qu'un bon prestataire fait partie de l'équipe. Juste pour mon expérience au JO 2030. Quand je suis arrivé, ils y sont encore d'ailleurs, hein, mais on s'est installé parce que donc, les JO, c'est dans les Alpes dans 4 ans. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 5 salariés. Hein, aujourd'hui, ils sont une petite centaine. C'était vraiment le tout début. Et donc, on a trouvé des locaux, un peu les locaux qu'on a pu. Et tu les connais, ces locaux, puisqu'on s'est retrouvés dans les locaux de l'Olympique Lyonnais. Et toute la période, toute l'année où j'ai été là, finalement, on est dans les locaux de l'Olympique Lyonnais, avec des prestataires de ménage, informatique, et ainsi de suite, de l'Olympique Lyonnais. Et c'est là où on voit que l'identité d'une entreprise, c'est quand même super important de la créer. C'est qu'à un moment donné, il a fallu dire, mais il va falloir qu'on en sorte. Et là, ils sont en train de sortir enfin de terre tous les éléments d'identité, d'emblème. Et je pense que ça va permettre de revoir les locaux, que ce soit là où ils sont ou demain s'ils déménagent. Je crois qu'ils ont un projet de déménagement. Et ça va être un élément hyper important d'adhésion au projet. Parce que sinon, c'est quand même très virtuel. Les JO, c'est dans 4 ans. Enfin, quand je suis arrivé, c'était dans 5 ans. C'est un peu loin. On était à Lyon, ça se passe dans les Alpes. Et on est dans les locaux avec des photos de joueurs olympiques de Juninho et autres. Et voilà. Et donc, je pense que ce mouvement général de construction de l'entreprise dans sa problématique principale, mais aussi dans tous ses atours et dans tout son fonctionnement au quotidien, est absolument fondamental pour pouvoir créer une vraie énergie et quelque chose de concret. Qui corrobore parfaitement le propos de Benoît Crouzatier, le PDG d'Ezeis, qui était notre partenaire pour cette émission Sportif en boîte, à savoir accompagner. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il faudra que Alpes 2030, demain, je te le souhaite, prenne les services d'Ezeis, mais du coup, donne
aussi l'ADN Absolument. de ce que doit être Alpes 2030. Et juste le mot de la fin avec toi, Cyril. Tu as dit tout à l'heure cette phrase, beaucoup de phrases intéressantes, tu as dit le sourire au téléphone. C'est quelque chose, moi ça me parle beaucoup, mais c'est... Moi, je l'avais appris dans le journalisme, dans ma première partie de carrière, je l'avais appris en radio. On disait que le sourire s'entendait à la radio. C'est évidemment absolument fondamental. C'est Benoît qui l'a dit, mais que ce soit au téléphone ou à la radio. Mais le téléphone, oui, c'est encore aujourd'hui le standard, la réception, le numéro qu'on appelle, c'est encore le premier contact qu'on a avec une entreprise. C'est absolument fondamental. Et ce qui m'amène, Benoît, sur cette dernière question te concernant, le téléphone, c'est aussi celui où maintenant, avec les téléphones portables, est-ce que le SBAM+, au sein de la BCRI Academy, tu le transmets aux collaborateurs? On essaie vraiment de le On va juste rappeler le SBAM+, sourire. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Merci. SBAM+. Et la petite note finale. Ouais, Voilà. Ezeis, en 3 mots. 3 mots. 35 millions d'euros, 300 collaborateurs, facility management, maintenance technique partout en France. Ezeis, si vous avez besoin, eh bien, écoutez, ou si tentez que vous auriez des projets, vous l'aurez compris, vous pouvez tout à fait faire appel à eux pour pouvoir échanger. J'avais débuté, et c'était pas anodin, vous l'aurez compris maintenant, avec cette phrase de Léonard de Vinci, la simplicité est la chose la plus sophistiquée. Ils ont pu ce soir débattre là-dessus, échanger, partager. Moi, j'aurais dit Steve Jobs, mais ça aurait pu être Steve Jobs. Il a sûrement... mais bon... Léonard de Vinci Oui, étant... C'était avant. C'était avant, et la construction, notamment, on se rappelle, du pont. La construction d'un pont incroyable de la part de Léonard de Vinci. Mais je crois que c'était le rond parfait, en fait, la simplicité. C'est le rond parfait. Ouais. Tu es parfait. La perfection, c'était en tous les cas le sportif en boîte. Juste pour vous dire également que on se retrouvera pour de nouvelles saisons, bien évidemment. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours, par moment, éteindre vos téléphones portables et regarder par la fenêtre. Vous verrez, la vie est belle.